Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule hebdomadaire. Voilà, aujourd'hui, le sujet, la vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. C'est une hormone retrouvée dans l'alimentation et synthétisée dans l'organisme humain à partir d'un dérivé du cholestérol et de l'ergostérol sous l'action du rayonnement UVB du soleil. On sait que la vitamine D est impliquée dans la calcification osseuse et la croissance. Alors, bonjour Amine. La première question, c'est peux-tu nous rappeler quelle est l'utilité de la vitamine D? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Donc la vitamine D, donc ça c'est assez connu par disons plus ou moins tout le monde que la vitamine D intervient dans le métabolisme osseux. C'est un cofacteur extrêmement important pour fixer le calcium dans l'os et donc pour éviter les calcifications des autres tissus. Et puis on a d'autres fonctions. Donc ça c'est ce qu'on appelle la voie endocrine de la vitamine D. Et puis, on a d'autres fonctions qui sont des fonctions extrêmement importantes et qui ne sont pas moins importantes que l'action sur le tissu osseux, notamment la vitamine D et son action immunomodulatrice, aussi sur la conversion des hormones thyroïdiennes T4 en T3 et sur aussi, disons, la signalisation cellulaire de l'hormone T3. Et puis aussi donc sur l'action, donc la synthèse des hormones thyroïdiennes, son action aussi au niveau du cerveau et au niveau de l'intestin pour la conversion du tryptophane ou du 5-HTP ou du 5-hydroxytryptophane en sérotonine, donc production de la sérotonine intestinale, production de la sérotonine cérébrale. On la retrouve aussi dans la régulation du cycle cellulaire, donc tout ce qui est division, prolifération cellulaire, etc. Donc ça régule le cycle cellulaire. Et puis aussi dans plein d'autres, aussi par exemple dans la régulation de la transcription de l'ADN, dans le recyclage de l'ARN messager, etc. Donc, ça joue un rôle aussi de régulation de la transcription par le biais d'adaptation épigénétique sur certains récepteurs au niveau du noyau et plein d'autres fonctions. Donc, ces fonctions-là, ça a aussi un autre rôle dans le foie, dans les reins également, dans la régulation de l'absorption du calcium, dans l'excrétion du calcium, la calcémie, etc. Donc, toutes ces fonctions-là, qui sont plus ou moins connues, sont extrêmement importantes aussi, et aussi importantes que la fixation du calcium dans l'os. D'accord, merci. Voilà, quelque chose qui est assez controversé, c'est quelle est la meilleure fréquence des prises. On sait que certains médecins vont préférer de manière mensuelle, d'autres hebdomadaire, d'autres journalière. Que nous disent les études là-dessus? Alors, il a été déjà connu et reconnu que l'utilisation de la vitamine D se fait ou se faisait jusque-là, il y a pas hebdomadaire, mais sur plusieurs semaines, et donc ce qui est tout à fait logique, puisque la demi-vie de la vitamine D est de 3 semaines, donc de 21 jours. Donc le fait de vitamine D sur 3 semaines ou même sur 2 semaines ou même par semaine, bien entendu en diminuant le dosage, c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué par rapport à l'utilité aux fonctions de la vitamine D, on a différentes fonctions qui sont impactées justement par cette fréquence de prise. Notamment, si on prend la seule fonction sur laquelle le schéma de supplémentation hebdomadaire ou bimensuel ou même mensuel s'applique bien, c'est bien la fixation du calcium dans l'os. Donc ça, c'est une fonction où le schéma de prise sur 2, 3 semaines, un mois fonctionne très bien.
Maintenant, si on veut cibler d'autres fonctions comme l'immunité, la thyroïde, l'intestin, le cerveau, le foie, cycle cellulaire, etc., là, il faudra bien penser à réduire donc le délai entre les prises et donc, bien entendu, consécutivement, de réduire le dosage de prise. Et donc, il s'avère que la forme, ou plutôt la fréquence de prise journalière serait la plus adaptée pour ce type de fonction. On a globalement, lorsqu'on fait une revue de la littérature rapide, on a deux voies d'action de la vitamine D. Donc la voie endocrine que j'avais citée auparavant sur son action sur le tissu osseux, et puis on a la voie autocrine ou paracrine ou autoparacrine, et là on a toutes les autres fonctions qui rentrent dedans, l'immunité, la thyroïde, le cerveau, etc. Et donc là c'est une voie un petit peu particulière puisque si on prend une dose élevée de vitamine D, ben ça se stocke très bien, la vitamine D, surtout au niveau du tissu adipeux. Sauf que cette dose-là, une fois qu'elle est stockée, elle est, disons, quasiment uniquement orientée vers le tissu osseux. Et donc, quand on prend une fois une mégadose de vitamine D, on va avoir durant les quelques jours qui vont suivre donc un apport ou un petit apport qui va aller vers la voie autocrine ou autoparacrine, mais pour le reste, donc après une semaine, disons une semaine passée ou 5 jours passés, donc on aura la majorité de la vitamine D qui a été stockée, qui va être automatiquement orientée vers le tissu osseux. Donc, d'où l'intérêt, si on veut cibler l'immunité ou la sérotonine ou la thyroïde ou d'autres fonctions qui sont associées à la vitamine D et qui vont dans le sens de cette voie para-autocrine, il faut une prise journalière. Une prise journalière, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, on peut faire aussi une prise tous les 2 jours, tous les 3 jours, 2 fois par semaine, mais le mieux, le plus adapté, c'est une fois par semaine, plutôt une fois par jour, prise journalière pour pouvoir toucher à la fois donc la voie para-autocrine et la voie endocrine aussi. C'est-à-dire que la fixation du calcium dans l'os, ça fonctionne très bien aussi par la supplémentation, le schéma de supplémentation journalier. Donc, pour résumer, par rapport à la fréquence, donc si on veut cibler le tissu osseux par une supplémentation en vitamine D, on a 2 choix. Soit donc le schéma de prise journalière, soit le schéma de prise hebdomadaire ou bimensuelle, ou même voire même mensuelle ou sur 3 semaines. Si on veut cibler d'autres fonctions que le tissu osseux, il faut choisir une fréquence de prise journalière. Merci pour ces précisions parce que je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment débat et il faut vraiment s'attacher à ce qui est dit dans la littérature. Je pense que là, c'est important. Alors, l'autre question, c'est plutôt matin ou plutôt soir? La prise de vitamine D, évidemment. Alors, enfin, c'est pas très important. Le fait enfin, l'horaire de la prise n'est pas très important, sauf par rapport au fait que ça doit être pris autour d'un repas, juste avant, juste après ou pendant le repas, parce que c'est une vitamine liposoluble. Ça, c'est assez connu. Sinon, ben, il n'y a pas vraiment d'obligation. Est-ce qu'on devrait prendre le matin ou le soir, etc. On pourrait penser que juste par déduction, mais il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. Si on voudrait, par exemple, favoriser la synthèse et la conversion et la signalisation des hormones thyroïdiennes, à ce moment-là, ça serait mieux de prendre le matin. Si c'est maintenant pour l'immunité, parce que l'immunité, c'est impliqué pas uniquement dans les défenses immunitaires, mais aussi dans la régénération, les processus de régénération et de nettoyage. Donc à ce moment-là, ça serait bien de prendre le soir. Également pour la fixation du calcium dans l'os également, ça pourrait être intéressant de prendre plutôt le soir. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. Okay, merci. La question suivante, c'est quel est le dosage idéal? Alors, le dosage idéal, ça fait vraiment débat et il y a beaucoup de données là-dessus. Et donc, la fourchette sur laquelle on recommande la prise de vitamine D, donc ça va de quelques centaines d'unités internationales jusqu'à même
plusieurs dizaines de milliers d'unités internationales pour ceux qui vont vers l'extrême sur des mégadoses, etc. Donc ce qui est connu et ce qui fonctionne pour tout le monde, je dis bien ce qui fonctionne pour tout le monde parce que dans la voie métabolique de la vitamine D, on pourrait avoir plusieurs mutations génétiques qui vont moduler donc soit donc l'absorption ou plutôt le transport ou plutôt l'hydroxylation au niveau du foie ou l'hydroxylation au niveau du rein. Et donc pour obtenir, en gros, pour passer de la forme précurseur première qu'on va retrouver dans les suppléments ou vers la forme bioactive, on a plusieurs étapes et donc on a plusieurs enzymes qui interviennent et chacun de ces enzymes va avoir un gène qui code pour, et donc ce gène pourrait présenter des mutations. Et dans le cas justement de la vitamine D, c'est assez fréquent qu'on retrouve ce type de mutation ou de ce qu'on appelle des SNP, des polymorphismes génétiques d'un seul nucléotide. Et donc ça module plus ou moins l'absorption et la métabolisation de la vitamine D. Et donc là, pour ici, dans cette vidéo, enfin, je ne pourrais pas donner tous les détails par rapport aux différents protocoles sur les dosages, etc., par rapport à ces mutations, mais globalement, en règle générale, il est intéressant de ne pas dépasser les 5000 unités internationales par jour. À ce moment-là, on est dans un dosage, je dis bien comme dosage maximal, hein, on est dans un dosage qui pourrait convenir à tout le monde et qui serait intéressant pour tout le monde. Après, bien entendu, il y a du cas par cas où même si on supplémente à 5000 par exemple pour quelqu'un qui est carencé ou qui a une carence grave inférieure à 10, à ce moment-là, on peut supplémenter à 5000 et ça ne monte pas ou ça monte très lentement. À ce moment-là, il y a un autre travail à faire aussi. Et donc, il y a d'autres protocoles qui sont plus adaptés. Maintenant, pour ce qui est du préventif, donc pour la prévention, c'est autour de 800 unités internationales jusqu'à 1000, 1500 unités internationales. Donc ça, c'est préventif. Ce sont des dosages qui servent qui servent même à des personnes qui ne sont pas carencées en vitamine D. Mais après, il faut augmenter les dosages pour les personnes qui présentent des déficiences, voire même des carences ou des carences graves. Donc, à retenir la règle des 5000 unités internationales, ne pas dépasser les 5000 pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc, 5000, c'est un plafond et ça convient pour tout le monde. Ok, merci. Alors, on parle beaucoup de la vitamine D aussi dans le cas de l'immunité et dans le cas aussi du cancer. Est-ce que tu sais nous en toucher un mot? Alors pour l'immunité, on avait publié ça dans deux des études qu'on avait publiées dernièrement sur le Covid-19. Donc la vitamine D, ça permet, c'est beaucoup plus important que par exemple d'autres cofacteurs comme le zinc ou le sélénium ou la vitamine C qui vont intervenir uniquement dans les fonctions des cellules du système immunitaire, notamment la production des anticorps, la phagocytose, la cytotoxicité, cellules T, etc. Par contre, la vitamine D, elle intervient à ce niveau-là, hein, et aussi à un niveau c'est-à-dire plus tôt dans la voie, et ça va intervenir dans la différenciation des cellules souches ou des cellules progénitrices pour qu'elles se différencient vers des cellules du système immunitaire. Donc, à partir des cellules progénitrices, on va avoir des macrophages, des lymphocytes T, B, des polynucléaires, etc. Et donc, la vitamine D permet justement, c'est un cofacteur qui permet cette différenciation-là. Donc, ça intervient à la fois dans la production ou la différenciation des cellules souches en cellules du système immunitaire, et ça intervient également au niveau des fonctions des cellules du système immunitaire. Donc, c'est extrêmement important, que ce soit pour une maladie virale ou bactérienne ou autre, c'est vraiment extrêmement très important. Ça, c'est pour l'immunité. Maintenant, pour le cancer, alors, on a quelques études, mais vraiment 3-4 études sur le cancer du sein.
qui montrent que il y aurait, je dis bien il y aurait une association positive avec, un développement, une certaine prolifération au niveau des cellules, mammaires. Euh, Par contre, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un effet pro-cancérogène directement, parce que même ces études-là, ils ont une méthodologie assez mauvaise, ils ont beaucoup de biais, etc. Par contre, de l'autre côté, on a des centaines d'études qui montrent, que ce soit des études qui sont faites in vitro ou sur des animaux, ou même des essais cliniques, qui montrent que on a un effet clairement de diminution du risque du cancer, tout type de cancer confondu. Maintenant, il ne faut pas aussi non plus tomber dans des extrêmes où on a des protocoles qui sont proposés. Il n'y a aucune étude là-dessus, ni in vitro, ni rien du tout, qui sont proposés et qui proposent des mégadoses de vitamine D de façon journalière. Donc, mégadose de vitamine D, ce n'est pas comme les mégadoses de vitamine C. La vitamine C, elle est inoffensive, plus ou moins inoffensive. Par contre, la vitamine D, ça a des effets secondaires. Et ça donne des effets secondaires chez certaines personnes plus que d'autres, comme j'ai déjà expliqué par rapport à certaines mutations. Et donc, le fait, par exemple, si je voudrais bien citer certains effets secondaires, on a par exemple des fourmillements, des troubles neurologiques, des douleurs au niveau des extrémités des membres, et puis à l'extrême, on a la cécité, la surdité, voire même la mort. Donc ça, c'est des répercussions extrêmes d'une intoxication à la vitamine D, et c'est pas en prenant une mégadose une ou deux ou trois fois que ça va survenir. Donc c'est au moins une cure de plusieurs semaines à mégadose qui peut donner ça. Et donc si la vitamine D est toxique au-delà d'un certain dosage sur une période plus ou moins longue de plusieurs semaines, bah, ça pourrait l'être aussi si on utilise les mêmes dosages, mais sur une courte période. Malgré que il y a des témoignages, il y a des médecins, on avait déjà la dernière fois parlé des différentes études, etc., et des niveaux de preuves. Donc, quand un médecin dit qu'il soigne le cancer par exemple, 30 000 unités internationales par jour pendant des protocoles pour une semaine ou 2 semaines, etc., moi, je voudrais bien le croire, et peut-être que ça a bien fonctionné aussi, mais peut-être que ça a été... Peut-être que le type de patient qu'il a reçu, ce sont des patients qui ont certaines caractéristiques métaboliques qui font que ça fonctionne sur eux, mais pas sur les autres. Donc, ça n'a pas été contrôlé, randomisé sur des essais cliniques, dans des essais cliniques sur des humains, voire même sur des animaux. Donc ça, il faudra plus de recherche dans ce sens-là, mais ce qui est certain, c'est qu'à des doses physiologiques, la vitamine D diminue le risque de plusieurs types de cancers. Et donc ça, c'est connu et reconnu, plein de littérature scientifique là-dessus. D'accord, ouais, justement, tu nous en parles des hautes doses de vitamine D. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à faire monter leur taux de vitamine D malgré une prise conséquente? Alors, malgré une prise de vitamine D, disons à 5000 ou voire même plus, parce qu'il y en a qui prescrivent plus. Et donc, ce qui fait que ça ne monte pas, il y a plusieurs raisons à cela. Il faut aussi comprendre un petit peu comment fonctionne la voie métabolique de la vitamine D. On va parler un petit peu de l'absorption de la vitamine D quand la vitamine D est ingérée, comme on a dit, autour d'un repas, etc. Donc, c'est absorbé. Et donc, après cette absorption, on a une protéine qui va intervenir, qui est la VDBP, qui est la Vitamin D Binding Protein, ou la protéine de liaison à la vitamine D. Et donc, cette VDBP va transporter la vitamine D dans les tissus, et notamment dans le tissu adipeux, pour que ça soit stocké. Et donc, parfois, on a le gène qui code pour cette protéine-là, qui présente des SNP ou des mutations qui font qu'il y a moins de production de cette protéine-là.
Donc déjà, ça c'est un point à considérer, c'est qu'il y a un manque ou une carence ou un ralentissement dans la synthèse de cette protéine de liaison, la vitamine D, qui fait le transport de la vitamine D. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est ensuite l'hydroxylation, parce que vous savez que la vitamine D, elle subit 2 hydroxylations. Donc la molécule de vitamine D, elle contient 25 carbone. Donc dans le foie, donc c'est la première hydroxylation, et c'est une hydroxylation qui va se faire au niveau du 25e carbone, du dernier carbone. Et donc c'est ce qu'on appelle une 25 hydroxylase, donc l'enzyme qui va faire cette hydroxylation. Et donc parfois on a le CYP qui, qui code pour cette protéine-là, cette enzyme-là, la 25 hydroxylase, il va être muté aussi. Et donc cette mutation-là va engendrer aussi un ralentissement dans la production de cette enzyme. Donc on aura moins de vitamine D hydroxylée au niveau du foie. Et puis la dernière étape, c'est au niveau du rein, une deuxième hydroxylation, mais cette fois au niveau du premier carbone. Et là, c'est la 1-alpha-hydroxylase. Et on a aussi un autre CYP, une autre enzyme qui va coder pour un autre gène plutôt, qui va coder pour cette enzyme. Et si on a également un SNP sur ce gène-là, on aura moins d'enzymes 1-alpha-hydroxylase et donc moins d'hydroxylation ou de deuxième hydroxylation. Et ensuite, donc, comme dernière étape, on a le gène qui code pour le récepteur de la vitamine D. Donc, le récepteur de la vitamine D qui se trouve dans toutes les cellules, le VDR, Vitamin D Receptor. Donc, ce VDR, le gène qui code pour ce récepteur, il peut aussi être muté. Et donc, sur cette mutation-là, il va y avoir moins de récepteurs et donc la vitamine D ne va pas pouvoir se fixer sur un récepteur pour donner un effet biologique. Donc, la cascade de phosphorylation, la fameuse cascade de phosphorylation pour pouvoir donner les effets biologiques qui sont connus de la vitamine D. Et donc, vous comprenez qu'on a plusieurs enzymes et protéines qui interviennent dans le métabolisme de la vitamine D. Et si on a des mutations, une ou plusieurs endroits, à ce moment-là, on va avoir tout simplement une diminution dans la conversion de la vitamine D précurseur vers la vitamine D bioactive. Après aussi, il faut considérer autre chose, c'est que le marqueur qu'on mesure en général, c'est la 25 hydroxy vitamine D3, donc la 25 OHD. Donc, donc la 25 OHD, c'est pas la forme bioactive de la vitamine D. C'est une forme qui est immédiatement précurseur à la forme bioactive qui est la 1,25 dihydroxyvitamine D. Donc, qui a subi, donc 1,25, c'est la vitamine D, la molécule qui a subi une première hydroxylation au niveau du foie, une deuxième hydroxylation au niveau du rein, donc la 1,25. Et donc, en général, on mesure la 25 OHD. La 25 OHD est bien entendu corrélée au taux de vitamine D, mais si on a des SNP après donc la 1,25, donc au niveau de la 1-alpha-hydroxylase dans le rein ou au niveau du VDR, le récepteur de la vitamine D, donc ça peut aussi biaiser les analyses biologiques. Donc, c'est une question complexe. Il faut voir toutes ces choses-là. Il faut tester quand on n'a pas d'analyse génétique pour voir là où se situe le problème. Il faut tester, donc tester, donner certains dosages et puis changer les dosages, etc. Donc ça, c'est assez complexe, disons, comme protocole. Et il y a des protocoles établis sur ça. D'accord, merci. Et justement, à contrario, quelqu'un qui ne va pas aller au soleil et qui ne prend pas de vitamine D et qui, malgré tout, a une vitamine D élevée dans sa prise de sang, qu'est-ce que ça pourrait indiquer? Ça pourrait indiquer tout simplement qu'il a un mécanisme de rétention de la vitamine D, premièrement, deuxièmement, que sa réserve ou sa petite réserve de vitamine D, qui est très probablement qu'il obtient de l'alimentation ou sa réserve qu'il a déjà stockée auparavant,
qu'elle est bien utilisée et que son métabolisme ne consomme pas trop de vitamine D, puisque s'il y en a trop d'inflammation, le système immunitaire va vouloir gérer cette inflammation et donc on va consommer plus de vitamine D. Si on a un dérèglement thyroïdien, ça va consommer plus de vitamine D. Si on a du stress, par exemple, ou des troubles gastro-intestinaux pour une raison ou une autre, ça va consommer plus de sérotonine et donc ça nécessitera plus de vitamine D, etc. etc. Donc, un cancer aussi ou un processus cancéreux ou précancéreux aussi va nécessiter plus de vitamine D puisque la vitamine D aussi intervient dans la synthèse des cellules NK, Natural Killers, du système immunitaire qui vont contrer les processus cancéreux. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que si on les a, on va consommer la vitamine D ou le stock de vitamine D beaucoup plus rapidement. Si on ne les a pas ou si on les a en moins, ça va faire que la vitamine D, ou l'utilisation de la vitamine D sera optimisée. À ce moment-là, notre stock de vitamine D, si petit soit-il, il va pouvoir suffire pour la personne. Merci. Alors, dernière question, pardon. Quels sont les cofacteurs de la vitamine D? Alors, les cofacteurs, déjà l'un des cofacteurs, tu viens de le dire, c'est le calcium. Et puis, on a aussi tout ce qui intervient au niveau du métabolisme osseux, notamment le phosphore, le fluor. Le fluor, on le retrouve notamment au niveau du périoste, donc dans la surface de l'os, et aussi au niveau de l'émail dentaire. Le magnésium aussi, donc, qui intervient à la fois au niveau de l'os, mais aussi au niveau du cerveau. Et on a également, et surtout, donc ça c'est par rapport au tissu osseux, la vitamine K2. Donc la vitamine K2 qui est extrêmement importante pour le métabolisme du calcium phosphocalcique. Donc la fixation du calcium se fait conjointement avec en présence de la vitamine D et la vitamine K2. Donc, alors, si on donne que de la vitamine D, à ce moment-là, le corps va aller chercher, l'organisme va aller chercher la vitamine K2 ailleurs. Donc, il va puiser tout simplement dans la réserve de vitamine K3. C'est la vitamine responsable qui intervient dans la cascade de coagulation. Et puis la K2, c'est donc la forme de vitamine K qui va intervenir au niveau du tissu osseux. Donc, ça intervient conjointement et pour que la vitamine D puisse fonctionner, pour qu'elle puisse fixer le calcium dans l'os, il faut aussi de la vitamine K2, extrêmement important. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des suppléments à base de K2 et de vitamine D3. Tout à fait. Merci pour toutes ces précisions et toutes ces explications éclairantes. Alors voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème, c'est le TMAO et les oméga-3 et le risque cardiovasculaire. Alors juste, Amine, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne le savent pas, le TMAO, ce que c'est? Le TMAO, biochimiquement, c'est un métabolite de la lécithine ou de la phosphatidylcholine. Donc, quand la phosphatidylcholine est métabolisée par le microbiote, ça donne, donc l'un des métabolites, ça donne le TMAO. Et c'est considéré, je dis bien c'est considéré comme marqueur de risque cardiovasculaire, mais il est très controversé et il y a certaines polémiques autour de ce métabolite et en rapport avec les oméga 3, l'huile de poisson et le risque cardiovasculaire aussi. Donc, on va discuter de ça donc, la prochaine semaine. Eh bien, merci. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme chaque lundi à 18 h. Vous pouvez toujours revoir le replay, évidemment. N'hésitez pas à partager. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir, Amine. Merci, salut.